Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Extract Actu. Vous le savez, ici, on ne se contente pas des gros titres, on gratte un peu sous la surface pour voir ce qui se cache vraiment derrière le récit. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui a fait trembler le web il y a peu, la panne géante de Cloudflare. On va regarder ce qui s'est passé bien sûr, mais surtout, on va décortiquer la version officielle qu'on nous a servie. Allez, c'est parti. Bon, replaçons-nous dans le contexte. Ce fameux mardi. On se lève, on veut checker X, lancer une discussion avec ChatGPT, mettre sa playlist sur Spotify, et là, rien. Le vide. C'est pas juste un petit bug, c'est carrément une partie d'Internet qui est à l'arrêt. Des milliers de services d'un seul coup. Évidemment, la presse s'est jetée dessus. J'aime bien cette phrase de sortiraparis.com, c'est simple, mais ça dit tout. Une panne géante. Voilà, le mot est lâché. On n'est pas sur un petit incident technique local, là on parle de quelque chose de systémique, avec un impact mondial. Et pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du truc, il y a un chiffre qui parle. Plus de 11 000. C'est le nombre de signalements que le site Down Detector a reçu au pic de la crise. 11 000. Ça donne une idée assez claire du chaos ambiant, quand même. Ok, donc tout le monde se demande, mais que s'est-il passé ? Forcément, tous les yeux sont braqués sur Cloudflare, qui est au centre de tout ça. Alors, voyons un peu ce qu'ils nous ont dit. Et vous allez voir, leur version officielle, elle est presque trop simple. La première chose qu'ils ont dite, et c'est sans doute la plus importante pour éteindre l'incendie, ce n'est pas une cyberattaque. Et l'ont martelé dans leur rapport, la cause est interne, une erreur, un bug, peu importe, mais rien de malveillant. Et ça, il faut bien le garder en tête, parce que c'est la pierre angulaire de toute leur communication. Alors, c'est quoi cette fameuse erreur interne ? Eh bien, Cloudflare nous déroule un scénario qui se tient, en apparence. En gros, un développeur change une permission sur une base de données. Petit changement a priori anodin. Sauf que ça provoque un bug inattendu. Un fichier de configuration, un truc qui gère les bots, se met à contenir des données en double. Du coup, sa taille double elle aussi. Et là, c'est le drame. Le fichier devient trop gros pour une limite qui était fixée dans le code, une limite en dur, comme on dit. Le logiciel panique, il ne sait pas gérer ce fichier énorme, et il crache. Et par effet domino, tout le réseau s'effondre. Simple, non ? Voilà. C'est propre, c'est technique, ça semble logique. On pourrait s'arrêter là. Mais la vraie question c'est, est-ce que c'est vraiment tout ? Est-ce que c'est aussi simple que ça ? C'est là que ça commence à devenir croustillant. Parce que quand on creuse un peu, cette belle histoire commence à présenter quelques incohérences. Surtout quand on parle d'un mastodonte technologique comme Cloudflare. Mettons les choses en perspective. D'un côté, on a l'histoire de Cloudflare, un seul petit fichier de configuration qui met tout par terre. De l'autre, on a les pratiques de base dans ce secteur. Normalement, une boîte comme ça ne déploie pas une mise à jour sur tout le réseau d'un coup. Ça fait ce qu'on appelle du canary deployment. On teste sur un petit pourcentage. Si ça casse, ça ne touche que peu de monde. Ensuite, il y a les rollbacks automatiques. Si le système détecte une anomalie, il revient en arrière tout seul en quelques secondes. Et surtout, l'architecture est censée être cloisonnée. C'est comme un sous-marin avec des compartiments étanches. S'il y a une fuite quelque part, on isole le compartiment, mais le reste du sous-marin ne coule pas. Là, on nous dit qu'une fuite dans le compartiment gestion des bots, un truc non essentiel, a fait couler le Titanic. C'est là qu'il y a un décalage énorme. Alors attention, qu'on soit bien clair, le but, c'est pas de crier « Cloudflare nous ment ». Pas du tout. L'idée, c'est plutôt de souligner que leur explication est une simplification extrême. La réalité technique est sans doute bien plus complexe et peut-être un peu moins glorieuse à raconter. Et ça nous amène tout droit au cœur du sujet, la communication de crise. Parce que dans ce genre de situation, la panne technique c'est une chose, mais la manière dont on la raconte, c'est presque aussi important. Il s'agit de reprendre le contrôle de l'histoire. En fait, il y a un véritable manuel de la communication de crise. Les objectifs sont toujours les mêmes. 1. Minimiser. Transformer un potentiel désastre structurel en simple erreur interne. C'est beaucoup moins effrayant. 2. Éviter la panique. Rassurer les clients, les investisseurs. Surtout ne pas prononcer le mot cyberattaque. 3. Contrôler la perception. Imposer son propre récit. Et l'objectif final, bien sûr, c'est de protéger la réputation, l'image de marque et le cours de l'action. Le récit de Cloudflare, il coche absolument toutes ces cases. Et le coup de maître, dans ce genre de communication, c'est de l'enrober d'une bonne dose d'humilité. Le tweet du PDG en est l'exemple parfait. Nous savons que nous vous avons laissé tomber. C'est fort, ça montre de l'empathie, ça reconnaît la gêne occasionnée. Mais ça le fait dans un cadre parfaitement contrôlé. En gros, on dit oui, on a fait une bêtise, mais c'était une petite bêtise, on a compris pourquoi et c'est déjà réparé. C'est très efficace.
Bon, maintenant, prenons un peu de recul. Parce qu'au-delà de Cloudflare et de sa communication, cet événement nous dit quelque chose de beaucoup plus profond sur l'Internet d'aujourd'hui. Et la leçon, elle fait un peu froid dans le dos. Ce qu'on a vu ce jour-là, c'est l'illustration parfaite de ce qu'on appelle un point de défaillance unique. C'est un terme un peu technique, mais l'idée est simple. C'est l'interrupteur central. Si vous l'éteignez, tout s'arrête. Ce jour-là, on a réalisé que Cloudflare était l'interrupteur central pour une partie gigantesque du web. Cette citation du professeur Alan Woodward dans le Guardian, elle est parfaite. On se rend compte qu'Internet repose sur une poignée d'entreprises que le jour où l'une d'entre elles tombe en panne. C'est exactement ça. On a l'impression d'un univers infini et décentralisé, mais en réalité, les fondations sont tenues par très peu d'acteurs. Donc au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? D'abord, l'extrême centralisation du web moderne, c'est un fait. Ensuite, la fragilité incroyable de milliers de services qui ont mis tous leurs œufs dans le même panier, celui d'un seul fournisseur. Et enfin, ça nous rappelle une leçon fondamentale, l'importance de la redondance, de ne jamais dépendre d'une seule chose. Et tout ça nous laisse avec une question. Une question assez vertigineuse en fait. Cette dépendance que nous avons tous collectivement envers une poignée de géants, n'est-elle pas au fond la plus grande vulnérabilité de notre ère numérique ? Et voilà, c'est la fin de notre plongée dans les coulisses de la panne Cloudflare. J'espère que ça a permis d'éclairer un peu les choses au-delà de la simple version officielle. Merci vraiment d'avoir été là. Si ce genre d'analyse vous intéresse, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Ça nous aide énormément à continuer. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage sur Refractactu.